Dans cette vidéo, les amis, on va s'intéresser aux cours de droit constitutionnel pour ce qui concerne la Ve République, les institutions de la Ve République. Alors cette matière, c'est une matière qui est étudiée en première année de droit au second semestre. En fait, au premier semestre, on vous donne les bases du droit constitutionnel. La matière s'intitule généralement les principes fondamentaux du droit constitutionnel. Et une fois que vous avez bien les bases en tête, on étudie le droit constitutionnel français puisqu'on s'intéresse aux institutions de la Ve République. Donc dans ce cours, dans cette vidéo, on va s'intéresser au contenu de ce cours. C'est-à-dire que je vais vous expliquer ce que vous devez apprendre et ce sur quoi vous allez être interrogé le jour du partiel. Rassurez-vous, le contenu de ce cours est identique dans la plupart des universités. Simplement, c'est l'ordre du plan qui peut changer. C'est-à-dire qu'on peut voir certains thèmes dans une université au début du cours, alors que dans d'autres universités, on va le voir au milieu, voire à la fin du cours. Mais rassurez-vous, de manière générale, le contenu est exactement le même. Donc nous, on va parcourir la matière. On va s'aider pour ça de mind map, de carte mentale, ce qui vous permettra d'avoir une vision globale, une vision générale, une vision imagée, donc pour mieux mémoriser, pour mieux comprendre, pour mieux retenir. Et puis, on va aussi insister sur toutes les notions, tous les points brûlants de ce cours de droit constitutionnel pour les institutions de la Ve République, pour vous permettre non seulement de savoir ce sur quoi vous pouvez être interrogé, ce qui a le plus de chances de tomber, mais aussi pour réviser, pour avoir les bases de cette matière de droit constitutionnel, si vous avez des galops d'essai à préparer ou que les partiels approchent bientôt. On va voir ça tout de suite dans cette vidéo, c'est parti. Alors les amis, on commence évidemment avec la définition du droit constitutionnel. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, c'est-à-dire sur la définition du droit constitutionnel et les objets du droit constitutionnel, je vous renvoie à la vidéo du cours de droit constitutionnel sur le premier semestre, c'est-à-dire sur les principes fondamentaux. Je parle des objets du droit constitutionnel et ça c'est assez important parce que ça fait souvent l'objet de dissertation ou de questions de cours, avec notamment l'idée, on veut vous faire travailler sur le fait qu'il y a eu une évolution du droit constitutionnel et qu'il y a une grande partie maintenant du droit constitutionnel qui est consacrée aux droits et aux libertés fondamentaux. Ça c'est quelque chose d'assez récent au niveau de l'histoire constitutionnelle française. Et donc, on veut vous faire travailler sur cette évolution, mais ça relève plus du premier semestre. Alors rapidement, le droit constitutionnel, c'est l'ensemble des règles juridiques qui ont pour objet la création, l'organisation et l'exercice du pouvoir politique. Le pouvoir politique, c'est quoi ? Enfin, la politique, c'est quoi ? C'est l'art de gouverner la cité, selon Aristote. Encore une fois, je vous renvoie au cours du premier semestre. Alors, on va parcourir le cours de droit constitutionnel. Sachez que ce cours, c'est le cours qui figure dans la plateforme en ligne, l'Académie L1, sur lequel vous avez tous les cours, toutes les matières fondamentales du droit constitutionnel, de la première année de droit. Et vous avez en plus des annales corrigées en vidéo. Vous avez les fiches de révision, des quiz de révision. Et surtout, vous avez aussi une communauté privée, c'est-à-dire un espace sur lequel vous pouvez échanger non seulement avec les autres étudiants, mais surtout, vous pouvez poser vos questions, me poser vos questions, et je vous réponds toujours rapidement en 24 ou 48 heures. Alors évidemment, je ne fais pas vos devoirs en entier, mais je vous aiguille, je vous donne des infos, je vous explique ce qu'on attend de vous, et ça vous permet d'être accompagné tout au long de l'année et d'avoir quelqu'un pour vous aider à bien comprendre ce que vous faites quand vous avez des exercices à préparer. Donc là, le cours qu'on voit, la présentation du cours qu'on voit, c'est la présentation du cours qui figure dans l'académie, mais rassurez-vous, si vous ne suivez pas l'académie, ce qu'on va voir ici, ça vaut pour toutes les universités, donc vous pouvez quand même regarder la vidéo. Alors, donc au programme, on a 5 thèmes, 20 cours. Donc 20 cours, moi je fais 20 vidéos de cours, sans compter les annales corrigées. Et c'est des vidéos d'environ 30-40 minutes à chaque fois. Alors on va voir d'abord quelques éléments d'introduction. Ensuite, on verra le pouvoir exécutif. Le Parlement, c'est le pouvoir législatif, si vous voulez. Ensuite, on s'intéressera au Conseil constitutionnel et au contrôle de constitutionnalité des lois. Ça, c'est quand même un gros morceau du programme du droit constitutionnel de la Ve République. Et on a des choses à voir sur la révision de la Constitution aussi. Ça, faites attention, ça tombe aussi assez fréquemment. Alors d'abord, le thème numéro 1, quelques éléments d'introduction. Qu'est-ce qu'on voit là-dedans ? On voit d'abord un cours sur la mise en place de la Ve République. L'idée, en fait, c'est de savoir quelles sont les raisons qui ont conduit à l'instauration de la Ve République pour mieux comprendre la Ve République. Donc il s'agit d'expliquer ici les problèmes institutionnels qui ont été rencontrés sous la 4ème République,
Donc je vous spoil, hein, c'est l'excès du régime d'assemblée et la forte instabilité gouvernementale qui a conduit à cette constitution de la Ve République. En tout cas, qui conduit à expliquer les règles qui ont été mises en place par cette constitution. Alors pour éviter les problèmes liés à la Quatrième République, cette constitution, notre constitution, va faire deux choses. Elle va d'abord diminuer les pouvoirs du Parlement, c'est ce qu'on va étudier tout au long de l'année, tout au long du semestre, et elle va consacrer le parlementarisme rationalisé. Alors retenez dès maintenant ce que c'est que le parlementarisme rationalisé, c'est très important, vous avez très souvent des questions de cours là-dessus, ou même des dissertations. Le parlementarisme rationalisé désigne l'encadrement juridique des rapports entre les pouvoirs par la mise en place d'une réglementation minutieuse et contraignante des rapports entre le gouvernement et le Parlement. Je vous ai mis la source ici. Ça, c'est le dictionnaire de droit constitutionnel que je vous conseille d'emprunter à la bibliothèque ou au moins d'acheter. Je veux dire, si vous avez les moyens d'acheter. Le but, c'est d'assurer le bon fonctionnement du régime parlementaire en organisant précisément et par écrit le fonctionnement des différentes institutions pour éviter toute dérive. Alors pour ceux qui ne comprennent pas bien à l'heure actuelle ce que c'est, pour simplifier, évidemment remettez pas ça dans vos copies, mais pour simplifier, c'était tellement le gros bordel sous la 4ème République, il y avait tellement d'instabilité gouvernementale, tellement de problèmes de fonctionnement entre les différentes institutions, qu'on s'est dit, on va mettre en place un parlementarisme rationalisé, c'est-à-dire on va prévoir par écrit minutieusement dans la Constitution toutes les règles pour éviter tous les problèmes. Comme ça, on va pas avoir de surprise, tout va bien fonctionner. C'est ça le but du parlementarisme rationalisé. Alors ensuite, donc on verra les fondements du système constitutionnel mis en place, et on verra en fait que cette constitution met en place un régime parlementaire. Là, je vous renvoie vraiment au cours du premier semestre. Ce régime parlementaire ressort de plusieurs éléments, notamment le principe de la responsabilité collégiale du gouvernement devant l'Assemblée nationale. C'est l'article 50 de la Constitution. Et puis aussi du droit de dissolution de l'Assemblée nationale. Ce droit de dissolution qui est confié au président de la République. Alors, le parlementarisme rationalisé, généralement, on l'attribue à cet auteur Boris Mirkin-Kedzevich, qu'on a vu juste avant là ici. Ensuite, on verra que cette constitution met en place une séparation souple des pouvoirs. Là encore, ça doit vous évoquer des notions du premier semestre. Donc je vous rappelle que les pouvoirs sont séparés, mais interdépendants quand on parle de séparation souple des pouvoirs. Donc il s'agit du régime parlementaire par opposition au régime présidentiel. Au premier semestre, on étudie le régime présidentiel, on parle de séparation stricte des pouvoirs, et on étudie à cette occasion le régime présidentiel américain. On verra aussi que cette constitution de la Ve République met en place un régime parlementaire à géométrie variable. Ça, c'est un point très important, mais rassurez-vous, on le détaillera dans la suite du cours. Si vous voulez, on a des relations entre les différentes institutions qui ne sont pas les mêmes en période de cohabitation ou en période de concordance des majorités. Une période de concordance des majorités, c'est lorsque la majorité de l'Assemblée nationale, issue des élections législatives, coïncide avec celle du président de la République. Évidemment, on verra ça plus en détail, mais on est à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, dans une période de concordance des majorités, c'est-à-dire que le président de la République, Emmanuel Macron, est issu de la même mouvance politique que la majorité de députés à l'Assemblée nationale. La particularité à l'heure actuelle, c'est que ce n'est plus une majorité absolue, c'est une majorité relative. Mais ça reste une majorité. Donc en période de concordance des majorités, ce fait majoritaire bouleverse l'équilibre institutionnel, car le Parlement soutient et collabore avec le gouvernement au lieu d'exercer sa mission de contrôle. Parce qu'en fait, si vous voulez, le gouvernement et le président de la République est certain de voir ces réformes être votées par le Parlement, tout simplement parce qu'il bénéficie d'une majorité de députés à l'Assemblée nationale qui partagent, qui est issu de la même mouvance politique et qui n'a pas de raison de s'opposer à la mise en œuvre de ces projets. Le fait majoritaire, c'est quoi ? C'est la présence, ça vous pouvez le noter, c'est très important, c'est la présence dans une assemblée parlementaire d'une majorité d'élus appartenant au même parti et se comportant de manière disciplinée. Le fait majoritaire, c'est ce qui fait que on a, pendant cette concordance des majorités, presque la certitude pour le gouvernement de voir ces projets être validés. Thème 2, le pouvoir exécutif. Donc là, dans ce thème, il s'agira d'étudier dans le détail les règles liées au président de la République et au gouvernement.
Alors on verra le statut du président de la République, on verra dans cette partie du cours les règles relatives à l'élection présidentielle et au mandat présidentiel, et ça c'est très important. Par exemple la réforme de l'élection du président de la République au suffrage universel direct en 1962, c'est fondamental pour bien comprendre aussi la constitution de la Ve République. On étudiera les pouvoirs propres du président de la République. Donc on verra par exemple l'article 16 de la Constitution. Ça tombe très souvent en cas pratique, quand vous avez des cas pratiques en droit constitutionnel ou en dissertation. On verra dans le détail le droit de dissolution prévu par l'article 12 de la Constitution, qui permet au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale à certaines conditions. Je dis à certaines conditions pourquoi ? Parce que, on l'a vu juste avant, le parlementarisme rationalisé fait que on a prévu par écrit de nombreuses règles, de nombreuses conditions pour mettre en œuvre certains mécanismes. On verra les pouvoirs avec contre-seing ou les pouvoirs partagés. Pourquoi partagés ? Parce que ces pouvoirs doivent comporter la signature du Premier ministre et le cas échéant du ministre responsable, c'est-à-dire à celui à qui incombe la préparation et l'application des décrets signés du chef de l'État. On verra les règles sur la responsabilité du président de la République, donc responsabilité politique du président de la République et responsabilité pénale. Ensuite, sous-thème numéro 2, on va s'intéresser au gouvernement, puisque le gouvernement, c'est aussi le pouvoir exécutif. Dans cette partie, on apprendra la composition du gouvernement et les règles relatives à son fonctionnement. On verra les pouvoirs du gouvernement, on verra qu'ils sont nombreux, et ils seront étudiés plus en détail, comme par exemple le pouvoir de l'état d'urgence, qui est prévu par une loi du 3 avril 1955, qui sera distinguée de l'urgence sanitaire. Ensuite, on verra les pouvoirs du Premier ministre, il faudra également les étudier. On verra le statut des membres du gouvernement. Ici, il faut connaître les règles relatives aux incompatibilités et à la situation patrimoniale des ministres et à la responsabilité pénale des membres du gouvernement. Vous verrez, ça c'est aussi intéressant parce qu'il y a de l'actualité là-dessus. On verra enfin la répartition des rôles entre le président de la République et le gouvernement, et on verra que ça varie selon qu'on se trouve en période de cohabitation et en période de concordance des majorités. C'est pour ça qu'il faudra bien comprendre cette distinction. Thème numéro 3, on va parler du Parlement, du pouvoir législatif. Donc d'abord, on verra la composition et l'organisation du Parlement. On verra qu'en France, on a un Parlement bicaméral, c'est-à-dire qu'on a 2 chambres, parce que ça vous le savez déjà, l'Assemblée nationale, les députés, et le Sénat, les sénateurs. On verra aussi les règles relatives à l'élection des membres du Parlement. On s'intéressera à l'organisation du Parlement. Donc ça, c'est une partie très importante parce que il faut bien comprendre ce que c'est notamment que les sessions parlementaires, les séances parlementaires. Et vous verrez que ça, c'est vraiment d'actualité. Ça vous permet après de bien comprendre ce que vous voyez dans l'actualité parce que ça vous permet de voir comment fonctionnent en fait les assemblées parlementaires. On verra le domaine de la loi. Alors ça, c'est fondamental aussi. Vous l'avez peut-être déjà vu au premier semestre ou au programme d'introduction au droit. Mais on verra l'article 34 de la Constitution qui met en place une compétence de droit commun pour le pouvoir exécutif. C'est le domaine du règlement, pouvoir réglementaire, et une compétence d'attribution pour le législateur, c'est le domaine de la loi. On a certains mécanismes spécifiques qui permettent au gouvernement de s'assurer que le législateur n'empiète pas sur sa compétence. Par exemple, vous pouvez le noter dès maintenant, l'irrecevabilité constitutionnelle prévue par l'article 41 de la Constitution. Donc ça, évidemment, on l'étudiera en détail. On verra la procédure législative. Alors ça, c'est... quel est l'ensemble de la procédure législative ordinaire de l'initiative des lois à la promulgation de la loi. Et vous verrez qu'il y a énormément d'étapes, et c'est très important de le savoir, pour savoir concrètement comment une loi est votée. Ça aussi, c'est vraiment d'actualité. Ça permet de comprendre quelles sont toutes les étapes par lesquelles une loi doit passer avant d'être promulguée. On verra aussi le mécanisme de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, qui est un mécanisme qui a été particulièrement médiatisé, et ça, il faudra le connaître sur le bout des doigts. Justement, le Premier ministre engage la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet ou d'une proposition de loi après délibération du Conseil des ministres. Le texte est considéré comme adopté sans vote des députés, sauf si les députés déposent une motion de censure dans les 24 heures et l'adoptent conformément à l'article 49 alinéa 2. Dans ce cas, le gouvernement devra démissionner. Ça, c'est une motion de censure provoquée, l'article 49 alinéa 3, qui permet pour le gouvernement de faire passer en force, entre guillemets, ces projets de loi. On verra la fonction de contrôle du Parlement rapidement. Donc on verra que le Parlement est doté de certaines attributions qui lui permettent, en théorie du moins, de contrôler l'action du gouvernement. Thème numéro 4, on passera un peu de temps sur le Conseil constitutionnel et le contrôle de constitutionnalité des lois.
Donc on verra l'origine et l'évolution du rôle du Conseil constitutionnel. C'est très important, ça je vous le dis tout de suite, notez-le. Si vous êtes interrogé là-dessus en dissertation, il y a 80% de chances pour que on souhaite vous faire travailler sur le fait que le Conseil constitutionnel a évolué, son rôle a évolué par rapport à sa création. Et que c'est devenu, entre guillemets, depuis sa décision de liberté d'association et la consécration du bloc de constitutionnalité, c'est devenu le nouveau gardien des droits et des libertés fondamentaux. Mais ce n'était pas son rôle initial. Et ça, à chaque fois, on veut vous faire travailler là-dessus. Donc c'est ce que je vous dis ici, le Conseil constitutionnel est devenu un véritable juge de la constitutionnalité des lois et le gardien des droits fondamentaux, consacré par la Constitution à la suite de la célèbre décision du 16 juillet 1971, liberté d'association. Cette décision, vous devez la connaître par cœur. On verra la composition et les attributions du Conseil constitutionnel rapidement. On verra le contrôle de constitutionnalité. Ça, il y a énormément de questions de cours et de dissertations là-dessus. Donc on verra le contrôle de constitutionnalité a priori exercé par voie d'action, article 61. Donc ce qui signifie que le Conseil constitutionnel contrôle la conformité d'une norme à la Constitution avant sa promulgation. Et on verra, donc mécanisme un peu plus récent, le contrôle de constitutionnalité a posteriori ou QPC, question prioritaire de constitutionnalité. Ça tombe très souvent ça en sujet. On dit qu'il est exercé par voie d'exception, on verra ce que ça veut dire après, qui concerne des lois déjà en vigueur à l'occasion d'un procès. Donc là, le contrôle n'est plus préventif, mais intervient après, a posteriori. Et enfin, on terminera avec le thème numéro 5 sur les règles sur la révision de la Constitution. Ça, vous avez beaucoup de sujets là-dessus, donc je vous ai mis des annales aussi là-dessus. La procédure de révision constitutionnelle, on verra d'abord, c'est-à-dire comment est-ce qu'on révise une constitution. Alors les sujets qu'on aime bien vous mettre là-dessus, ça vous pouvez le noter, parce que c'est le problème des étudiants généralement quand on apprend son cours et on voit pas trop ce sur quoi on peut être évalué. En fait, à chaque fois que vous êtes évalué sur quelque chose, on vous demande pas de réciter par cœur le cours, on vous demande vraiment d'expliquer une idée. C'est ce qu'on vous demande la plupart du temps en dissertation. Le but, c'est de vous faire réfléchir. Et la réflexion qu'on attend de vous, généralement sur la révision de la Constitution, on aime bien vous interroger là-dessus, c'est est-ce que une génération nouvelle peut modifier par la procédure de révision constitutionnelle une constitution dans son intégralité? Est-ce qu'une génération nouvelle peut remplacer, peut modifier une constitution? Il y a énormément de sujets là-dessus, je le vois dans la communauté, il y a beaucoup d'étudiants qui me posent des questions là-dessus et ça revient très fréquemment comme sujet sur ce thème de la révision. Donc on verra que c'est une constitution dite rigide, ce qui signifie que la procédure prévue pour pouvoir réviser la constitution est encadrée, plus difficile. On a deux procédures différentes qui permettent de réviser la constitution en France. Celle prévue à l'article 89, qui est la procédure normale, et celle prévue à l'article 11, dont l'utilisation a été très contestée. Et récemment, au moment de l'élection présidentielle, ça a pu être médiatisé. Il y a eu un débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron là-dessus, et j'en parle plus en détail dans cette partie du cours. On verra aussi donc en détail la révision constitutionnelle portant modernisation des institutions de la Ve République du 23 juillet 2008. Alors pourquoi celle-ci particulièrement en détail? Parce que ça a modifié beaucoup de choses et que ça permet aussi, cette révision, si vous voulez, de faire le bilan de la constitution de la Ve République et de voir ce qui s'est passé, comment ont évolué, comment la pratique des institutions a évolué et pourquoi on a révisé la constitution et qu'est-ce qu'on a voulu faire à cette occasion. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, ça nous aide beaucoup. Quant à moi, je vous dis bon courage pour vos révisions. Bye.